La Floride est certainement un état qu'on fantasme beaucoup, un endroit qui envoie du rêve et pour lequel on peut être déçu en s'y rendant. Je vais vous raconter mon séjour dans ce coin du sud des États-Unis, vous dire pourquoi on a choisi plutôt ces endroits, pourquoi nous n'avons pas fait les Keys par exemple, vous raconter toutes nos péripéties, combien cela nous a coûté, nos regrets, nos satisfactions. C'est parti pour 10 jours en Floride. Le point de départ de ce voyage sont les 18 ans de notre fils. À la question « Où veux-tu aller en voyage pour tes 18 ans ?», la réponse est sans appel, là où il fait chaud. L'occasion est toute trouvée pour partir en Floride. Le problème, en ces fins d'année, les billets d'avion pour les destinations chaudes sont très prisés. On ne va donc pas faire la fine bouche sur le choix des compagnies. C'est parti pour la recherche de la poule aux œufs d'or. Ce voyage de fin d'année démarre en fait début avril 2023. C'est le moment où je trouve des billets très intéressants. Bâle-Orlando avec une escale à Francfort pour un prix de 1 930 € pour 4 personnes. Ce prix a néanmoins une contrainte majeure. Nous revenons le mardi 9 janvier après la fin des vacances scolaires. C'est pas bien grave, on n'a qu'une vie. Après une nuit passée proche de Bâle, on se rend à l'aéroport pour 9h30. L'avion pour Francfort est prévu à 10h45. Sans bagage en soute et l'enregistrement déjà effectué sur internet, on gagne du temps. Je ne vais pas vous raconter en détail les vols. J'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet. Mais quand même, imaginez l'angoisse quand vous voyez débarquer sur le tarmac devant votre avion déjà en retard, une patrouille de gendarmes et des militaires. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe et combien de temps je vais perdre? Ce sont les petits coups de stress qu'on se prend quand on voyage. Au final, tout s'est plutôt bien passé sur ce vol aller. L'escale à Francfort a néanmoins été très speed. On arrive aux alentours des 17h45 à Orlando. Le retard a été rattrapé en vol. On débarque. Pas besoin de récupérer nos valises, le passage à la frontière est super rapide, personne au comptoir chez Hertz, on récupère notre voiture, une Tesla Model 3. Direction Daytona Beach. Objectif, faire des courses pour le soir et le lendemain. Arrivé sur Daytona, on trouve un Publix encore ouvert un 31 décembre à 21h. Nous sommes évidemment fatigués, nous ne sommes pas là pour festoyer, mais bien pour profiter de la Floride dès le lendemain matin. Nous sommes donc le 1er janvier 2024. On se réveille aux alentours des 6h du matin à cause du décalage horaire. Alors quoi de mieux que de commencer une nouvelle année avec un lever de soleil au bord de la plage. Car oui, pour ce premier hôtel, j'ai mis le paquet. Une grande chambre avec balcon donnant sur l'océan. Le prix de ces 3 nuitées à Daytona Beach, 602 €. Après ce lever de soleil, petit déjeuner dans la chambre et on décolle vers 9h, direction le nord de l'état. Premier arrêt, le fort Matanzas National Monument. Il s'agit d'un petit fort de garde construit par les Espagnols en 1710. On s'arrête au Visitor Center et on découvre qu'il y a des visites du lieu toutes les heures avec un ranger. Grosse surprise, la visite est gratuite et on a même droit à un petit tour de bateau pour s'y rendre. Ce n'est pas un endroit de dingue, mais comme d'habitude, c'est très bien présenté par le ranger. On passe un moment agréable au soleil de Floride et c'est bien là l'essentiel. On reste une bonne heure et demie pour profiter de ce site et on repart direction Saint-Augustine. Sur le trajet, on pique-nique pendant que la voiture recharge ses batteries. Et oui, il faut gérer au mieux les ravitaillements en électricité de notre voiture. On arrive donc à Saint-Augustine, cette magnifique ville. Qui dit lieu très beau, dit lieu hyper touristique. Surtout que je vous rappelle que nous sommes le 1er janvier. On se gare dans un immense parking couvert. De mémoire, c'est à peu près 10 $ la place. On commence tout de suite par le Visitor Center de la ville pour élaborer un parcours découverte de Saint-Augustine. On se rend tout de suite au monument phare de la ville, le Castillo de San Marcos. Un national monument de toute beauté au prix d'une quinzaine de $. Une petite heure plus tard, on s'engage dans la ville, on enchaîne les coins charmants et les bâtiments somptueux.
On sera resté en tout 3 bonnes heures à Sainte-Augustine. On aurait pu faire plus, mais la journée commence à être longue depuis le lever de 6 heures du matin. Alors on rentre, on recharge la voiture pour éviter de le faire le lendemain pendant qu'on fait des courses. Un carré de chocolat du plus grand youtubeur au monde, MrBeast, et on va au lit. On profite de nouveau du jet lag pour se réveiller en même temps que le soleil et admirer de notre balcon ce magnifique spectacle. La vue n'est quand même pas dégueu pour prendre son petit déjeuner, n'est-ce pas? On décolle vers 8h30 de notre hôtel, nous avons un peu de route avant d'arriver à destination. Faut-il aussi qu'on prenne la bonne route? J'inscris sur le GPS de la Tesla Kennedy Space Center. Il me propose plusieurs arrivées. J'en sélectionne une au hasard. Problème. J'arrive bien au Kennedy Space Center, mais à une entrée de service, absolument pas à l'entrée du parc qui se trouve à 30 minutes d'où nous sommes. Ce n'est pas grave, on fait demi-tour et on arrive enfin à la vraie entrée du parc d'attractions. Je vais faire bref avec ce parc, j'en ai fait aussi une vidéo détaillée. Vous pourrez aller la voir si l'envie vous en dit. Mais pour notre part, on a été un peu déçus par l'expérience pour le prix demandé. Il faut quand même compter près de 75 $ par personne. Je trouve cela un peu cher. Je vous avoue que je n'étais pas très emballé au vu du tarif pour aller dans cet endroit. Mon fils de 18 ans, pour qui ce voyage était un cadeau, voulait y aller. Mon impression de départ était finalement la bonne. Ce n'est pas bien grave, on l'aura fait. On repart vers 16h30, on ne fait même pas la fermeture. Le jet lag est encore un peu présent. On retourne à l'hôtel avant de partir manger au centre de Daytona Beach. L'ambiance est bien calme, il fait très frais. On peut imaginer l'effervescence ici à d'autres moments de l'année. On se réveille encore avant le lever de soleil, mais plus difficilement. Le décalage horaire commence à se digérer. Aujourd'hui, c'est une journée de transfert. On quitte notre hôtel, mais cela ne nous empêche pas d'avoir quelques activités de prévues. On s'arrête quelques instants sur la plage de Daytona. Je découvre une activité que je regrette de ne pas avoir fait. Vous pouvez, pour une vingtaine de $, vous promener sur le bord de l'océan avec votre voiture. C'est un truc que je n'ai jamais vu enfant. C'était l'occasion d'essayer, tant pis. Au lieu de ça, on va découvrir un type de stade qu'on n'a pas dans notre pays, un circuit de NASCAR. On prend le billet de base pour 25 $ par personne. On monte dans une sorte de petit train et on est parti pour une grosse heure de visite avec plusieurs arrêts à des endroits clés du lieu. Les commentaires du pilote sont en anglais, mais on arrive à comprendre quelques anecdotes. Cette découverte a beaucoup plu à l'ensemble de la famille. On reprend la route en direction de Miami. On s'arrête recharger la voiture sur le chemin et on en profite pour manger en même temps. Utiliser une voiture électrique n'a pas été une contrainte. Avec un peu d'organisation, on ne perd quasiment aucun temps lors des recharges car on en profite souvent pour faire autre chose. Sur la descente qui nous conduit à Miami, on décide de faire confiance au guide vert Michelin sur la Floride et on s'arrête à West Palm Beach, noté 3 étoiles sur 3. On part se balader dans cette ville agréable. Pour vous donner une idée à quoi on peut s'attendre dans cette ville, j'aime bien la comparer avec Beverly Hills. Après 2 grosses heures de promenade dans la ville, on repart pour Miami avec quelques bouchons à la clé. On découvre notre hôtel situé proche de l'aéroport et d'une autoroute. La chambre est sympa, mais en termes de calme, on a fait mieux, surtout que le double vitrage n'est pas de mise. On part manger dans un resto mexicain juste à côté, mais on ne traîne pas, car le lendemain, on a un gros rendez-vous à ne pas manquer. Il est temps dans cette vidéo de faire un point sur l'itinéraire que nous avons choisi. Il est certain qu'avec quelques jours supplémentaires, nous nous serions aventurés dans les Keys pour aller jusqu'à Key West. Mais franchement, les Keys, ça apporte quoi de plus que les côtes de la Floride? C'est la question qu'on s'est posée avant de partir. Et la réponse a été assez simple, rien de spécial. On a préféré voir Sainte-Augustine, Cap Canaveral, profiter de Miami plutôt que de se dépêcher et aller à Key West. Je ne vous cache pas que j'aurais adoré me rendre à Tortugas, mais le budget était colossal. On a préféré se garder une part de nos finances pour l'activité du jour. Direction Miami Beach pour un tour de bateau. Vous allez me dire, rien d'original.
Eh bien tout de même, nous avions un bateau privatisé avec un marin français et ça fait toute la différence. On a trouvé cette activité par l'intermédiaire du site Voyage en français. 2 heures dans la baie de Miami à longer des villas incroyables, profiter de la douceur et prendre un petit temps à chercher les Lamentins dans le début des Keys. Prix de cette promenade tout de même 439 €, mais pour tous les 4. Retour sur la terre ferme, un petit subway sur le pouce et on file se balader dans Miami Beach. Le bord de l'océan est plutôt festif, on aurait pu prendre du temps pour se baigner, mais on préfère profiter des rues sympas de la ville. La fin de la journée approche, aux alentours des 17 h, on repart dans les bouchons de Miami, on va faire des courses pour manger à l'hôtel. Après manger, pendant que l'une s'occupe de la lessive de mi-voyage, car nous sommes partis avec uniquement 4 bagages à main, je pars recharger un peu la voiture pour avoir de la marge pour le lendemain. Aujourd'hui, programme chargé. On décolle vers 9 h 15 direction le quartier coloré de Wynwood. La visite de ce quartier, à la base, était plus pour faire plaisir aux enfants. Mais je dois bien vous avouer que j'ai beaucoup apprécié la promenade dans ce coin de Miami. Je pense qu'il faut vite profiter de ce quartier en l'état actuel. Je crains qu'il devienne un endroit trop aseptisé dans les années futures. Après une bonne heure à flâner, on reprend la voiture direction Downtown. On ne se gare pas exactement en plein cœur de la ville, mais proche d'une station du Metro Mover, ce petit métro gratuit qui dessert Downtown. Il est vrai que visiter les principaux sites touristiques de Miami sans voiture, c'est plus compliqué qu'à San Francisco, New York ou même Los Angeles. On s'arrête proche de la salle de basket des Miami Heat. Petit tour par son magasin et on file chercher un truc à manger proche du lieu. On s'arrête dans un resto qui vend des parts de pizza. On se promène ensuite vers Bayside Marketplace. On visite 2-3 magasins, on achète quelques souvenirs et on reprend le Metro Mover pour récupérer la voiture. 20 minutes de route plus tard, nous voilà à la Villa Vizcaya, un petit air d'Italie dans cet endroit. À la base, c'est une résidence d'hiver pour un riche homme d'affaires construite en 1914. Un lieu qu'on a vu plusieurs fois dans des films ou des séries. J'ai trouvé l'endroit un peu cher, c'est quand même 25 $ pour les plus de 13 ans, ce qui fait en tout à peu près 90 €. 1h30 plus tard, on repart pour un autre quartier. Un autre lieu de tournage nous attend dans le quartier de Coral Gables, le Biltmore Hotel. On se promène dans le quartier, on passe devant la Venetian Pool, hélas fermée à cette époque de l'année. Un petit point météo sur ce séjour à Miami, nous aurons eu une vingtaine de degrés au plus chaud des journées, les nuits étant assez douces avec une quinzaine de degrés. Nous rentrons commencer à ranger notre chambre pour le départ. On se fait un petit steakhouse pour cette dernière soirée sur Miami. C'est donc le départ de Miami. Mais avant de remonter pour Orlando, il faut qu'on passe par un incontournable de ce coin de Floride, l'Everglades National Park. Dans cet immense espace, plusieurs visitors centers, on décide d'aller à celui de la Shark Valley pour une raison essentielle, faire un tour d'airboat. Par ici, vous avez des compagnies agréées par le parc national. Du coup, le tarif d'entrée dans le parc national est compris dans le tarif d'airboat. On s'arrête au Safari Park. On prend place dans un grand bateau, 160 € pour 4 personnes. Cela peut paraître cher, mais c'était franchement une belle expérience. Le pilote s'arrête de temps en temps pour nous expliquer les spécificités de ce coin, mais aussi de la Floride. Une des choses que j'ai retenues, c'est que le problème en Floride ne sont pas les alligators, mais bien les moustiques. En revenant, on passe devant une personne qui donne à manger aux alligators. On peut aussi prendre des photos avec des bébés alligators. Je suis moins fan de cette partie de la visite. Les extrêmes à l'américaine, d'un côté on prend soin des Everglades, on fait attention en ne s'approchant pas trop des alligators quand on se balade en airboat, et après on a le droit à un mini-zoo avec des alligators totalement aseptisés. Sans transition, on continue la découverte de ce coin en nous rendant au Visitor Center
pour pique-niquer. Mauvaise surprise, des bouchons à l'entrée pour accéder au parking. Après un bon quart d'heure d'attente, on peut se garer et manger sur des tables disponibles sur le parking. On hésite à se lancer dans une grande randonnée, mais je ne suis pas très emballé. L'endroit est tout de même monotone. Il est 14 h, on décide de partir pour remonter la Floride. Sur le trajet, on s'arrête un petit instant faire coucou au stade des Miami Dolphins, le Hard Rock Stadium. Sur le chemin, on tombe sur cette tour en forme de guitare, le Hard Rock Casino. Un projet similaire est prévu à Las Vegas à la place du volcan du casino Le Mirage. Sur la route, on décide de faire une pause dans un outlet pour recharger la voiture. On a le droit à notre instant pluie de tout le séjour. On flâne dans quelques magasins et on reprend la route pour notre superbe hôtel d'Orlando. Un hôtel de dingue au vu du prix. Ce n'est pas une chambre qu'on a, mais bien un immense appartement. Et avec une telle cuisine, on ne peut s'empêcher de faire quelques courses pour préparer quelques plats. Qui dit Orlando, dit la capitale mondiale du loisir. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Que faire à Orlando quand vous n'avez pas envie de dépenser une fortune? Pas simple. Les principaux parcs d'attractions que sont Disney, Universal et SeaWorld coûtent très cher pour une famille pour y rentrer. On comprend mieux pourquoi les hébergements sont abordables. On vous appâte avec des logements au prix attractif pour compenser ce que vous allez devoir dépenser pour s'occuper un peu. Mais bon, toujours à la recherche des meilleurs rapports qualité-prix, je trouve un parc au concept intéressant, le Fun Spot America. Coût pour nos deux ados, environ 110 €. Au programme, surtout du karting, mais pas que. Et ce que j'ai aimé dans ce parc, c'est que vous pouvez accompagner vos enfants sans devoir payer une place. Un bon plan pour faire des économies, surtout pour des gens comme moi, peu fans des sensations fortes. On est là dès l'ouverture de ce parc, on a peu de monde, ce qui fait que les enfants enchaînent les tours de manège. Tant mieux, ils sont vite rassasiés. Je profite pour tourner une vidéo que je ne sortirai pas à cause d'une prise de son pas dingue. Avec le temps qu'il fait, on oublie souvent qu'on est début janvier, mais les décorations de Noël nous rappellent à quelle époque nous sommes. On repart en direction d'Orlando, on a une autre activité de prévu. On pose la voiture dans un petit parking en plein centre et on part se promener dans le centre de la ville. On a l'impression qu'Orlando est une ville à taille humaine, agréable. Mais avec ses parcs d'attractions, on se rend bien compte qu'en fait, elle est immense. Je vais réaliser lors de cet après-midi un rêve de 30 ans. Voir un match NBA. Et j'ai été gâté avec ce match entre les Magic d'Orlando et les Atlanta Hawks. Ce que j'aime avec le sport américain, c'est son côté familial, convivial. Et devant le Kia Center, on n'échappe pas à la règle avec des stands sympas pour occuper les enfants. Le match fut génial avec une prolongation à la clé. Prix de ce petit rêve, 180 € pour tous les 4. Nous étions bien placés, pas besoin de regarder l'écran pour profiter du match. On repart à notre voiture et on rentre pour préparer nos bagages pour le grand départ. C'est notre dernier jour sur la Floride, mais attention, on part tard le soir, donc on a encore une journée pour profiter. On décide de finir en beauté pour notre portefeuille. C'est journée shopping en vue. À Orlando, vous avez quantité de villages commercial. On décide de commencer par le Disney Springs, superbe endroit avec des enseignes comme Coca, M&M's, Lego Store, un immense Disney Store. L'endroit est sympathique, mais ce n'est pas un coin pour faire des bonnes affaires. On y reste 1 heure et on part pour un autre village, le Vinland Premium Outlets. Là, on va y faire de bonnes affaires. On mange au Tchèque-Tchak, entre deux magasins, la carte bancaire chauffe à fond. Je commence à m'inquiéter du manque de place dans nos sacs de voyage, car tout doit tenir dans ces 4 bagages. On repart, les mains remplies de sacs. On s'arrête tout près de l'aéroport pour recharger une dernière fois notre Tesla. On en profite aussi pour bien organiser nos sacs. On arrive à l'aéroport vers 17h30, notre vol est prévu à 19h50. On est large, on est sans stress. On ne le sait pas encore, mais on va avoir largement le temps. Les retards vont s'accumuler. On embarque finalement à 21 h dans l'avion.
Un vol qui va être super compliqué pour plein de raisons que j'ai expliquées dans ma vidéo sur mon expérience avec Discover Airlines. L'escale à Francfort va être très stressante avec peu de temps pour prendre la correspondance à cause de l'énorme retard. Le choc climatique arrivé sur le tarmac de Francfort va être aussi, lui, terrible. Et enfin, la neige nous accompagnera en rentrant chez nous depuis l'aéroport de Bâle. Alors, la Floride. Une belle parenthèse estivale dans cette fin d'année. Si vous devez partir une première fois aux États-Unis, je ne vous conseillerais pas ce coin des États-Unis. C'est une destination un peu atypique en termes de paysage. Les activités à faire sont très clivantes. Je résumerai un peu facilement la Floride par ces 4 mots. Eau, platitude, agréable et commercial. Mais je vous rassure, une seule idée me traverse l'esprit en posant le pied en France. Repartir très bientôt.